Flicage de tous les Français, oui, c'est reparti comme en 40. Délit d'opinion, comme sous le régime vichiste, le fils de Pétain veut instaurer la dénonciation et la délation, y compris dans la sphère privée, en famille et aussi entre amis. Alors attention, hein, ceci n'est pas du tout mon opinion, mais c'est la tendance médiatique actuelle. En France, oui, la première dame serait Chapon. Je n'en dis pas plus, à part ces quelques mots de bienvenue dans la France Libre, une émission du CLTF-CH, avec Bruno, avec Jean-Pierre, avec Iota et avec Philippe. Bonsoir, messieurs, dames, et avec dames sans S. Hein. Et à vous également qui nous regardez. Bienvenue. Ah, Iota, aujourd'hui, Bonsoir. qui est malheureusement sans lumière, mais qui est avec nous par le cœur et par la présence physique. Bonsoir, Iota. Merci pour cette introduction. Alors, j'ai bien entendu le fils de Pétain, c'est ça, comme ça que tu l'as Absolument, dit. absolument. Bah oui, retour au régime de Vichy, donc forcément les enfants de voilà. D'accord. Bah, écoute, très bien. Alors ça, j'espère que ça rentrera pas dans les délits d'opinion, parce qu'effectivement, il y a des lois qui se préparent ou même des lois qui ont été votées, pour être tout à fait simple, par lesquelles on peut, sur simple délation, être entendu par la police le temps d'une garde à vue si c'est nécessaire et le temps qu'on comprenne que ce qu'on a dit, ce qu'on a osé dire dans un lieu public ou privé, j'insiste sur le mot privé, eh bien, est retenu contre nous, quoi, comme étant quelque chose de politiquement non correct. Donc voilà le monde dans lequel, non pas on va, mais dans lequel nous sommes désormais, et on patauge dedans, dans l'interdit, dans le délit d'opinion, et ça c'est quelque chose d'assez grave pour être non seulement souligné, mais répété, puisqu'il faut quand même que nous tenions notre rôle d'information nous, au sein du CNTF-CH, et que l'on n'hésite pas à relayer toutes ces informations gravissimes qui nous arrivent un petit peu de partout. Alors évidemment, elles sont de nature à être un peu anxiogènes, hein, bien sûr, mais nous disons à tous ceux qui nous écoutent un grand cri du cœur pour dire que tout ça va forcément évoluer. Alors évoluer de quelle façon vous savez que l'actualité internationale est également très fournie et qu'aux États-Unis d'Amérique, il se passe des choses. Je vais vous donner juste un exemple d'une comment dirais-je, d'une aventure ou d'un fait qui demande à être vérifié. Je dis ça parce que on a aux États-Unis d'Amérique deux types, en fait, deux profils de gouvernement avec deux armées, avec deux, enfin tout est binaire en fait hein, aux États-Unis. On ne sait jamais si on a affaire à la bande à Monsieur Biden ou si on a affaire à la bande à Monsieur Trump. Et dans la bande à Monsieur Trump, on nous dit qu'il y a un avion 747 qui a été explosé quelque part sur une base de l'Ohio, dans un hangar, parce qu'il aurait, alors là c'est le conditionnel, hein, participé à la mise en feu, la mise à feu et la mise en feu par des armes à énergie dirigées sur le secteur du Texas. On a tous entendu parler de ces incendies géants au Texas qui ont fait des massacres, notamment du côté de Denver, au milieu des troupeaux, des cheptels, hein, qui sont parmi les plus importants du monde, de taureaux, de bovins en général, et bien entendu tout ce qui concerne les prairies et les forêts. Donc tout ça a été dramatique pour le Texas et pour les États-Unis d'Amérique et pour l'approvisionnement en viande et en végétaux. Donc c'est un phénomène écologique qui a été donc créé par des avions, probablement ce type d'avion-là, qui aurait donc fonctionné avec des armes à énergie dirigée. Et donc, bah, il s'agirait tout simplement d'une chasse à laquelle certaines forces militaires du côté de Trump se seraient livrées et a fait donc exploser cet avion 747 du côté de l'Ohio sur une base américaine où il était rangé tout simplement dans un hangar. Voilà. Donc ce sont des informations qui n'ont l'air de rien, enfin quand même un peu, quand même un tout petit peu tout de même, mais qui nous annoncent des choses à venir, qui nous annoncent que le délit d'opinion en France, s'il est prévu qu'il soit retenu contre nous, c'est que nous sommes effectivement dans une logique de guerre. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est notre président, n'est-ce pas? Et que dans cette logique de guerre, eh bien, on peut tout imaginer, c'est-à-dire que nous, Français, si nous avons le mauvais goût de dire du bien soit de Monsieur Trump, soit de Monsieur Poutine, soit de qui vous voulez, et que ça ne plaise pas à l'intelligentsia française, que ça ne plaise pas à ceux qui prétendent nous gouverner, eh bien, on va être considérés comme comme des espions, des traîtres à la patrie, que sais-je encore. Ils vont inventer des règles nouvelles pour tout simplement ostraciser, mettre de côté tous ceux qui sont pas d'accord. Hein, c'est aussi simple que ça. Voilà où nous en sommes. Alors, je Alors, passe la main à qui la veut. alors Philippe, moi je vais juste faire une toute petite remarque, c'est que Denver c'est dans le Colorado, c'est pas au Texas.
Tu as parlé du Texas. Denver, c'est dans le Colorado, effectivement. Le Denver Ouais, est dans le ouais. Colorado, oui, oui, tout à fait. Autre chose, par rapport à tout ce qui se passe à ce niveau-là, on peut se rappeler aussi que les fameuses Georgia Guidestone, les pierres guides de Géorgie, ont été détruites l'année dernière. Donc ça aussi, ça a une signification. Euh, Enfin, je voudrais juste terminer ma petite intervention par un petit peu d'humour, juste pour informer les Parisiens que si les athlètes vont pouvoir nager dans la Seine, comme l'a dit avec fierté Anne Hidalgo, il faut savoir que les rats aussi savent nager. Et les athlètes risquent d'être mordus par des rats, si je t'entends bien là. Donc, à suivre. C'est bon, on a un vaccin, il n'y a pas de problème, que les athlètes ne s'inquiètent surtout pas. Et ce que je vous propose, c'est de remonter un petit peu le temps. Oui, on va remonter en 1968 et on va regarder des enfants. Oui, la vérité sort de la bouche des enfants. Des enfants en 1968 qui donnent leur avis sur l'avenir. C'est l'actualité en images tout de suite. Il y a 55 ans, ces enfants imaginaient notre époque actuelle avec une précision incroyable. Le dernier est sûrement médium. En l'an 2000, le maître sera chez lui, puis il parlera à ses élèves qui seront chacun dans leur maison et puis qui feront leur dictée. Devant chaque élève, il y aura une sorte de télévision. Et à côté de lui, il y aura une machine à écrire. Puis il dictera, par exemple, combien il y a d'habitants à Sartrouville. Alors sur l'écran, ça s'écrira 40 000. Moi je dis qu'en l'an 2000, il n'y aura plus de mariage. S'il n'y avait plus de mariage, il y aura presque plus d'enfants. Ce sera peut-être les hommes qui font les bébés. Ou alors, on fera des bébés avec une graine qui sortira en tube. On sera habillé de collants qui ferait de la tête aux pieds. Et puis pour les femmes, il y aura une petite jupe qui serait très courte. Il y aura des très très grands cheveux, les hommes et les femmes. Et que la mode sera des grands cils qui descendent. Les gens, ils n'auraient plus rien à faire parce que ils ne travailleraient plus. Une fois qu'il y aurait des robots, il y aurait des robots pour fabriquer des robots. Les robots feraient la guerre et les gens grossiraient, ils ne feraient plus rien. Ils grossiraient et je crois que la race de l'homme se perdrait. Je crois qu'ils se nourriraient beaucoup plus de choses artificielles, chimiques, que de choses naturelles, comme manger du veau, comme manger des fruits. Toutes ces armes, ça devrait bien leur servir à quelque chose, alors ils feront beaucoup plus de guerres, et il y aura beaucoup plus de lâcheté, parce qu'il y aura encore des pays qui ne seront pas autant armés qu'eux, et ils les attaqueront à ce moment-là. Il y aura une grande révolution, on peut dire, parce que les gens, il y a les présidents, tout ça, qui ordonnent la guerre, ils envoient des soldats, mais les présidents, ils se font pas tuer pour avoir le pays. Alors moi, je crois qu'il y aura une grande révolution des soldats contre l'État, contre le gouvernement. Wow. C'est impressionnant comme des enfants en 69 pouvaient être vivaces, hein. C'est quand même incroyable. Et puis surtout le dernier, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Pardon, Jean-Pierre, vas-y. Oui, la grande révolution des armées contre les présidents qui ne font pas la guerre, et quand on voit les gens à la guerre, je la trouve plutôt truculente, celle-là. On dit on n'est pas prophète en son pays, la preuve que si. On constate que les enfants, jusqu'à ce qu'ils passent l'âge de 10 ans, donc comme on dit en biophysique, les protéines du cerveau se bloquent aux environs de 10-11 ans. Et là, on constate que les enfants, parce qu'en fait, notre cerveau est un peu comme un ordinateur. Jusqu'à 10 ans, on emmagasine les informations et on ne doit rien effacer pour pouvoir avoir de la place pour emmagasiner À partir de 10-11 ans, les protéines se ferment et à partir de ce moment-là, il faut vider des données pour en ajouter d'autres. Et donc, si on laissait les enfants nous gouverner, peut-être qu'on serait en paix aujourd'hui. Voilà. Parce que, oui, très bien. Oui. À propos de paix et de guerre, donc ce que je remarque surtout chez le dernier intervenant, c'est cette prévision que les soldats se retourneront contre les politiciens. C'est quelque chose de pas facile à voir dans les années 1960. Et c'est le cri du cœur de cet enfant. Moi, je trouve ça remarquable parce que ça, c'est une prévision pas facile à faire. Voilà. Et qui pourtant aujourd'hui prend sens, hein, et clairement. Alors, il a peut-être des dons de voyance, peut-être qu'il a prévu quelque chose qui va arriver dans pas longtemps. Ah, tout est possible, oui, tout à fait.
La télévision était aussi beaucoup moins censurée à l'époque, donc on est un peu au début où la télévision entre à peu près dans tous les ménages de la planète, mais il y avait beaucoup moins de censure que ce que nous avons aujourd'hui, évidemment. Donc, les enfants qui regardaient la télévision avaient des programmes éducatifs. Moi, je me souviens à l'école, on avait le programme télévision où on allait s'installer pour apprendre l'histoire ou la science. Et donc voilà, à ce moment-là, on était encore dans une période où l'information coulait plus ou moins normalement, hein, puisqu'on a toujours été censuré à la base. Mais donc, Alors, Iota, ce que tu viens de dire, ça nous donne tout à fait la transition pour que Sylvain nous annonce le sujet de ce Oh, soir. j'allais le dire autrement, je ne suis pas voyant, ne m'appelez pas Madame Irma, mais je suis en capacité de vous dire ce qui va se passer dans les 20 prochaines minutes. Et oui, le sujet de la France libre, les sciences cachées et le CNTF-CH. Alors, si vous voulez bien, je vais commencer à parler du sujet en parlant d'une expérience personnelle. Moi, ayant été dans un cursus médical, j'ai fait des recherches et à une époque, j'ai fait une thèse et je me suis aperçu quand j'ai fait cette thèse qu'il existait dans la littérature des preuves que la croissance et que le développement pouvaient se faire à n'importe quel âge, même à 90 ans et même pendant toute la vie. Donc, j'avais un petit peu imaginé, j'avais un petit peu subodoré l'existence des cellules souches sans connaître le nom et sans savoir que ça existait, étant donné que c'était dans les années 80, alors que les cellules souches ont été découvertes qu'une quinzaine d'années plus tard. Eh bien, j'ai voulu faire de la recherche. Je suis allé voir à l'époque la doyenne de la faculté, l'université. J'ai dit voilà, j'ai fait une thèse et j'ai envie d'aller plus loin, de faire des recherches pour creuser ce sujet-là. Mais comme c'était un sujet qui était hors norme, comme c'était un sujet qui n'était pas reconnu officiellement, eh bien cette dame m'a dit oui, oui, c'est intéressant, mais on n'a pas de budget, on n'a pas de budget. Et c'est pour ça que beaucoup de chercheurs, beaucoup de scientifiques partent de notre pays pour aller faire leurs recherches ailleurs. C'est pour ça que Jean-Pierre Petit, qui a découvert la magnéto-hydrodynamique, c'est-à-dire la possibilité de se déplacer plus vite que le levure du son, aussi bien dans l'eau que dans l'air, en face de lui, il a eu des gens qui ont ricané, qui n'ont pas voulu le croire, qui n'ont pas suivi. Et c'est pour ça que c'est qui? Eh bien, Vladimir Poutine, qui a récupéré toute cette technologie et maintenant on a des missiles hypersoniques. Donc les Français, depuis des siècles, on fait énormément de découvertes. Beaucoup de découvertes sont venues de France, mais depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années, malheureusement, eh bien, tous les cerveaux, tous les gens qui ont des découvertes à faire, eh bien, sont pratiquement dans tous les cas obligés de partir à l'étranger ou de laisser tomber leurs découvertes parce qu'on a des forces plus puissantes, certaines entreprises très puissantes qui ne voient pas d'un bon œil des découvertes qui pourraient gêner l'ordre établi. Alors nous, au Conseil national de transition français Canal historique, eh bien, dans notre commission sciences, nous avons travaillé pendant 2 ans et nous avons inclus dans notre programme un certain nombre de choses qui vont permettre au moment de la transition de voir ressortir toutes ces choses qui ont été cachées, que ce soit notamment des brevets qui ont été mis sous le coude. Je peux parler par exemple un exemple, la machine de Prioret, il y a une vingtaine d'années, ce monsieur d'ailleurs qui est décédé sans donner son secret, qui permettait apparemment de soigner un certain nombre de maladies, notamment des cancers, par des moyens électromagnétiques. On peut parler aussi de toutes les découvertes de Nikola Tesla. Nikola Tesla, qui d'ailleurs est mort dans des conditions extrêmement bizarres dans les années 40. Et donc, certaines découvertes de Tesla, il ne faut pas oublier que c'est grâce à lui qu'on a de l'électricité chez nous. Hein. C'est grâce au courant alternatif, c'est grâce à toutes les découvertes de Tesla qu'on peut s'éclairer et parler actuellement. On a aussi des brevets d'énergie libre. On a des brevets notamment de plusieurs types de moteurs à eau aussi qui fonctionnent. On a aussi un certain nombre de technologies liées à l'hydrogène. Et là, la France aurait un rôle énorme à jouer. Nous, on pense dans la transition pouvoir développer énormément les moteurs à hydrogène, d'autant plus qu'on a découvert en France des gisements d'hydrogène naturel très importants. Et puis, on peut parler aussi d'une agriculture complètement boostée au niveau du développement, par notamment des techniques comme celles, je ne sais pas si certains connaissent, certains
ont connu il y a un certain nombre d'années un certain Jean Pain, Monsieur Jean Pain, qui fabriquait des composts extraordinaires et qui permettaient de multiplier par 10 les rendements agricoles d'une manière tout à fait naturelle. On a aussi des découvertes qui ont été faites avec certaines bactéries. Quand on les met dans la terre, ça multiplie énormément la production d'azote et donc il n'y a plus besoin d'engrais. Aussi des techniques de permaculture, etc., etc. Et puis on peut penser aussi, même dans le domaine nucléaire, des moteurs à thorium, des centrales à thorium qui fonctionnent non plus avec de l'uranium et non plus avec un risque d'explosion, mais qui non seulement peuvent ne plus être polluantes, mais en plus permettent de recycler les déchets nucléaires. Donc un peu comme le système Astrid que la France a honteusement laissé tomber grâce à notre cher président, eh bien on a des techniques qui permettraient d'avoir une autonomie énergétique extraordinaire. Ben, tout ça dans le programme du Conseil national de transition français Canal historique, tout ça c'est prévu dans la transition de pouvoir renouveler, de pouvoir dévoiler, de pouvoir ressortir tout ça. Et je ne parle même pas de la divulgation de tout ce qui concerne les ovnis. Mais ça, tout le monde le sait. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Ah, oui, effectivement, je veux bien rebondir. Il y a toute la liste que tu viens de donner, elle n'est pas complète, hein, enfin, et on va pas la compléter ce soir. Mais simplement, il y a énormément de choses qui ont été cachées, tues pour des simples questions d'intérêts économiques, évidemment. C'est-à-dire que pour ceux qui en douteraient encore, il y a tout un tas de personnes dont les intérêts financiers tournent autour du maintien de l'énergie gaz et pétrole comme énergie de base, parce que il y a de l'argent à faire là-dedans, et c'est ça qu'ils ont, c'est du gaz et du pétrole, et ils sont capables de nous le vendre à un certain prix, et c'est toujours trop cher évidemment, en faussant les données économiques et en rendant les pauvres toujours plus pauvres et les riches toujours plus riches. Donc c'est essentiellement économique et donc derrière politique. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas un système politique par lequel les gouvernants s'attachent au bien-être du peuple et pas simplement à leur faire les poches, eh bien, on change la façon de voir les choses. Et là, on a encore en face de nous, autour de nous, tous les uns les autres, des citoyens, on va les appeler comme ça, ou simplement des êtres humains qui vivent autour de nous. Beaucoup d'entre eux pensent que le gouvernement est là pour toujours s'occuper de notre bien-être. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment se sortir de la tête. Le gouvernement, lui, il est piloté par d'autres personnes qui viennent du grand capital, on l'appelle ça comme on veut. Et qui elles-mêmes détiennent la majorité des biens et des services et qui sont les maîtres du jeu en matière d'énergie nationale et internationale. Et quand on a l'énergie gratuite qui plus est, on n'a plus de problème. Chacun peut vivre tranquillement en toute autonomie, n'a plus de taxes à payer à l'État, l'État n'est plus un censeur, l'État n'est plus un percepteur. L'État devient rikiki, passez-moi l'expression, mais il devient tout petit, comme il a été au début d'un pays comme les États-Unis d'Amérique, où l'État était relativement faiblard. Hein. Et puis après, il a monté en puissance jusqu'à la Fed, à la Réserve fédérale, où là, tout le monde a compris que c'était les banquiers qui avaient le pouvoir, quoi. Donc voilà, donc tout ça va être remis en cause dès lors qu'évidemment la bascule sera faite, dès lors que le CNTF-CH eh bien, sera aux affaires. Souvent on nous dit mais comment vous allez faire en 2 ans pour changer aussi vite et aussi fort les choses? Bah, la réponse, vous venez de l'avoir. On a tout en main, il ne reste plus qu'à basculer la manette et les choses se feront assez simplement et assez rapidement. Voilà ce que je voulais dire en complément. Un exemple, Philippe, c'est ce qu'a raconté et a expliqué Idriss Aberkane dans une émission. Tu parlais de gaz tout à l'heure. Eh bien, le gaz, la France pourrait devenir le premier producteur mondial, ne serait-ce que par la culture d'algues dans toutes les zones maritimes qui appartiennent à la France et dans le monde entier, avec les dom-toms, etc. Donc, et ça, c'est en quelques années. Ça irait très, très vite. Et c'est quelque chose qui pourrait se développer très, très rapidement. Alors, comme le dirait si bien Iota, les oligarques, eux, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. C'est-à-dire que eux se gardent toutes les découvertes secrètes pour eux et ne les laissent pas au peuple, sauf dans des cas vraiment extraordinaires, exceptionnels, après un certain nombre de guerres ou autres. Mais c'est vraiment flagrant dans toute l'histoire de voir que c'est toujours les oligarques qui ont monopolisé la plupart du temps les découvertes, et il a fallu que des gens se battent dans le peuple pour pouvoir les diffuser au grand public. Il faut voir la machinerie que c'est, les amis. C'est un autre travail des citoyens que nous devons faire. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'occasion dans ma vie de devoir déposer un brevet pour un jouet d'enfant.
Et quand on voit le système, évidemment, imaginez-vous, tout comme en démocratie athénienne, d'ailleurs, tout le monde crée des choses. Mais ici, qu'est-ce qui se passe à notre époque? C'est que quand vous avez créé quelque chose, vous devez aller le breveter et puis il y a des brevets pour l'Europe et puis des brevets pour l'année, pour 5 ans, pour 10 ans et dans le monde. Et c'est vous-même qui payez pour faire le dépôt de ce brevet. Et derrière ces brevets, évidemment, dans le secrétariat, eh bien, c'est des politiciens. C'est exactement le même système que la politique. Donc, c'est des gens qui gardent nos brevets cachés, de sorte à ce que ce soit eux qui les utilisent, évidemment. Mais il y a des lois et des choses à mettre en place, de sorte que toute cette organisation de brevets puisse devenir publique pour qu'on puisse être assuré à un moment donné que quand on va déposer quelque chose, au moins, ce ne sera pas caché. Eh bien là, évidemment, imaginez-vous l'argent qu'ils font avec des brevets cachés sur la planète, dans toutes les inventions, dans tous les styles. Comme je vous dis, moi j'ai déposé un brevet pour un jouet d'enfant avec de la peinture et tout ça. Ils m'ont jamais donné le brevet, alors qu'il y a plein de jeux chinois qui débarquent en Europe qui n'ont aucune sécurité pour les enfants. Eh bien, nous, en Europe, on n'a pas réussi. Les brevets, c'est en Suisse, évidemment. Je vous apprends rien. Et donc, voilà, il y a tout un système politique là derrière, et comme UNESCO aussi, d'ailleurs, hein, patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est des recherches de territoire que eux peuvent garder pour eux à un moment donné en disant, ah, mais vous êtes quand même protégés par l'UNESCO. Quand on est protégé par l'UNESCO, on doit tout réinvestir nous-mêmes pour retaper notre maison, pour qu'elle soit... Parce que moi, comme je suis à Corfou, on est dans UNESCO, et donc on doit retaper nos maisons, mais on a des couleurs, on a des systèmes de fabrication et tout ça. Et donc, hormis nos partis politiques et notre système politique, nous avons encore d'autres organes à côté qu'il faut absolument qu'on revoie. Et ça pourrait être un beau travail au CNT aussi, je trouve, de remettre un peu à jour tous ces bureaux de brevetage. Oui, Iota, il y a aussi le problème de la lourdeur énorme et du gaspillage et de la bêtise administrative. Moi, il me revient une image qui résume tout ça. Dans Indiana Jones, donc le premier film Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, à la fin, qu'est-ce qu'on voit? On voit une caisse avec l'arche qui va s'entasser dans un immense entrepôt où il y a des millions d'objets qui sont entassés là pour l'éternité et dont personne ne peut savoir ce qu'il y a dedans. C'est un peu la même chose. Hein. On a énormément de brevets aussi qui terminent sous le tapis, tout simplement, même pas par volonté de l'oligarchie, mais simplement parce que ça rentre dans un système administratif et puis ça devient un truc poussiéreux et puis plus personne ne s'y intéresse et puis ça tombe dans l'oubli. Voilà. Non, mais l'oligarchie, elle censure aussi de ce côté-là, Bruno. Ne crois pas que tous les brevets sont sous la poussière. Il y a des brevets très intelligents. Il y a des petites motocyclettes qui peuvent circuler à l'eau, par exemple. Il y a des tas de choses qui nous faciliteraient la vie, mais comme elles ne rapportent pas d'argent à l'oligarchie, eh bien voilà, elles sont censurées d'une certaine manière. Oui, ça rejoint l'anecdote concernant Tesla, le monsieur, hein, pas l'entreprise, qui avait inventé un système de transmission d'électricité gratuit à distance via les airs, via les terres en fait. Et son banquier lui avait dit, mais où est-ce que je mets le compteur? Et lui répond, mais il n'y a plus de compteur, l'énergie est gratuite pour tout le monde, youpi. Et là, le banquier, il est reparti, hein, il n'a rien dit. Par contre, 3 jours après, le laboratoire de Monsieur Tesla prenait feu. Bizarrement. Donc voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit, c'est que les intérêts sont trop élevés et on ne peut pas aujourd'hui accéder au bien de tous parce que évidemment il y a des intérêts privés qui font que. Mais la différence entre hier et aujourd'hui, c'est que aujourd'hui nous le savons.
Hier, on ne le savait pas. On a découvert ces choses-là récemment. On a découvert ces conflits d'intérêts récemment. En tout cas, pour la plupart d'entre nous. Et donc, il s'agit pour le CNTFCH, comme le fait remarquer IOTA, effectivement, de faire proposer une démarche par rapport aux brevets, parce que les brevets, ça peut être aussi confiscatoire. Imaginons qu'on a un super brevet qui permet à toute la planète de vivre dans une énergie gratuite. Sauf que le brevet, il coûte des quelques centaines de milliards, donc auquel on ne peut pas accéder. Donc, retour à la case départ, on est spolié, on ne peut pas utiliser quelque chose qui sort de la main de l'homme ou qui sort de la chance, tout simplement de la nature, sans se faire tomber dessus par des financiers qui vont chercher à vouloir chercher où se trouvera le compteur, comme on le disait à Monsieur Tesla. Et tant que les financiers n'auront pas trouvé une solution pour gagner de l'argent, ça n'avancera pas. Donc, il faut qu'on trouve des brevets et non seulement on les trouve, mais qu'on les rende publics et qu'on rende au moins la possibilité à ceux qui déposent ces brevets, non pas de les déposer à l'étranger parce que ça coûte effectivement une fortune et effectivement, il n'y a que quelques grandes entreprises qui peuvent se payer un dépôt de brevet international depuis la Suisse pour l'ensemble des pays, comme on disait autrefois, y compris à l'URSS, n'est-ce pas, qui n'existe plus. Mais voilà, donc c'était bien bordé, comme on dit, juridiquement. Aujourd'hui, on peut toujours border juridiquement, mais ça n'est accessible que par quelques grandes sociétés. Donc, comment ça peut être accessible par des petits? Eh ben, en déposant ce qu'on appelle en France, alors le système existe en France, hein, une enveloppe solo, c'est-à-dire c'est une enveloppe dans laquelle on dépose ce qu'on a trouvé, et on marque une date, c'est-à-dire que la date, ça date la date à laquelle j'ai déposé ce brevet dans une enveloppe solo. Ça coûte pas très cher et ça permet à la personne qui a déposé cette enveloppe de travailler avec ce brevet-là sans être embêté, sans avoir de taxes à payer, même si une société plus grosse qu'elle décide de déposer un vrai brevet concernant cette enveloppe, enfin disons ce qu'il y a dans cette enveloppe, et le déposer à son nom et à son compte, ce qu'elle a le droit de faire. Mais par contre, l'antériorité a été marquée par cette enveloppe solo, et là, par contre, l'entreprise en question ne peut rien faire contre la société qui avait déjà déposé cette enveloppe avant qu'elle ne dépose le brevet. J'espère que je suis clair dans mes explications. Et donc, donc ça, on peut jouer déjà avec des choses comme ça. Il faudrait encourager ce genre d'attitude et ce genre de démarche, de façon à ce que tout le monde puisse utiliser un brevet d'entrée de jeu sans que ça coûte grand-chose à qui que ce soit, et qu'après, le temps ayant passé, il va tomber dans le domaine public et l'argent qui était à faire ne sera plus possible pour les grands banquiers et les grandes entreprises. Voilà. Donc, il y a moyen de trouver des idées autour de ça. Il va falloir révolutionner, c'est un grand mot, mais modifier tout simplement les règles du jeu en la matière. Tout à l'heure, IOTA nous a expliqué que derrière tout ça, il y avait les politiciens. J'ai envie de dire, évidemment, hein, dès qu'il y a de l'argent à gagner, dès qu'il y a des choses à gagner, ils savent avant tout le monde là où ça va rapporter de l'argent. Ils savent avant tout le monde qu'à coup sûr, tout le monde va devoir payer pour des raisons fiscales. Donc, que les rentrées d'argent sont établies préalablement. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il faut parler. Et non pas, il n'y a pas d'aléatoire comme dans une entreprise. On crée une entreprise, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Bon, il y a une prise de risque, comme on dit. Hein. Là, il y a zéro prise de risque. C'est-à-dire que ces oligarques, ils misent à coup sûr sur des objets, des services, des systèmes dans lesquels on va être obligé de passer au compteur, quoi. Hein, voilà. Donc, et on est payé, enfin, comment dirais-je, on est exploité par des compteurs qui nous extorquent de l'argent en permanence. Et les dépôts de brevets, c'est passer au compteur. Pour moi, c'est presque ça, quoi. Hein. Donc, il faut changer cette façon de voir les choses, sachant qu'il y a toute une série de choses qui sont très naturelles. Comment se fait-il qu'il y ait des brevets qui soient déposés sur les eaux EAUX, hein, alors que ça tombe du ciel, l'eau, hein, voilà. Donc, comment se fait-il qu'il y a tout un tas de charges qui sont normalement naturelles et qui ne devraient pas avoir lieu et qui sont quand même payées par nous? On va bientôt payer pour pouvoir respirer, comme on le dit par boutade, mais ça ne sera bientôt plus une boutade. On va devoir payer pour pouvoir respirer. Donc, et à cause bien sûr du réchauffement climatique ou à cause de Pierre, de Paul, de Jacques, toute une série de bonnes et surtout de mauvaises raisons qui nous sont envoyées régulièrement. Et si on n'est pas d'accord, eh ben on va nous mettre en avant la loi dont je parlais tout à l'heure sur le délit d'opinion. Et voilà dans le monde dans lequel on est en train de s'articuler. Donc, pour résumer, il y a toute une série d'opportunités techniques, une série d'opportunités scientifiques énormes. On a devant soi le champ est énorme. Que si nous récupérons notre souveraineté, ben nous allons récupérer également la souveraineté par rapport à ces inventions qui sont par nature destinées au bien public. Voilà le rôle du CNTS-CH. Jean-Pierre? Oui, merci.
J'aimerais faire la nuance. Le mot science, pour les Celtes, c'était inséparable de la conscience, puisque même le mot conscience signifie avec science. Et donc, c'est devenu par la suite quelque chose de froid, voire même parfois de meurtrier ou de tortionnaire. La science ne peut pas être séparée de la conscience. Première chose. Sinon, ça n'est pas une vraie science. Ce sont des expériences plus ou moins faussées par un esprit faussé. Je voudrais aussi, donc, il y a deux raisons pour lesquelles on peut cacher des sciences. La première raison, qui est une raison noble, qui dit attention, ne mettons pas trop vite des choses dangereuses dans les mains de gens qui ne seraient pas en mesure d'en tirer profit. Ça, c'est une façon tout à fait noble de dire nous allons révéler la science progressivement, suivant l'aptitude des gens à en tirer profit pour le bien de tous. Et puis il y a une autre façon, la façon égoïste, ou la façon de vouloir détruire les autres avant qu'ils aient le temps de nous détruire, de dire surtout, il ne faut pas leur dire ça parce que je veux être le plus fort, je veux dominer le monde entier. Et dans ce cas-là, je rappelle que le seul pouvoir réel, c'est le pouvoir avec soi-même et avec l'autre. Sinon, ça n'est pas du pouvoir, c'est de la dictature ou c'est de l'oppression. Et je voudrais rappeler aussi, le gouvernement que nous proposons, c'est le gouvernement de tout le peuple, de chaque personne qui voudra contribuer à son niveau, dans son quartier, dans sa ville, dans sa région, dans son pays, et qui sera tiré au sort évidemment pour telle ou telle fonction, pour éviter la corruption. Mais ça n'empêchera pas de contribuer dans son quartier, même si elle ne peut pas contribuer dans sa région. Le gouvernement, c'est ce qui prévoit et qui met toute son énergie disponible pour le plus grand bien de tous, de chacune et de chacun. Donc actuellement, il y a très peu de gouvernements sur Terre. Et il y a des gens pourtant qui se rassemblent, car ils sont capables de prévoir ce qui est bon pour chacun et pour tous, et qui sont capables aussi de se rassembler avec d'autres gens capables de prévoir. Pour moi, ce sont les gouvernements. Certes, ils ne sont pas officiels. Il y a énormément de gouvernements officiels qui sont en fait une poignée d'usurpateurs qui veulent soit la destruction de l'humanité, ne nous fermons pas les yeux, certaines personnes sont tellement mal dans leur vie qu'elles veulent faire souffrir aux autres ce qu'elles endurent à l'intérieur. Et ces gens-là ont pris le pouvoir et d'autres les ont laissés faire. Il est temps effectivement de remettre les choses à leur place. Merci d'avoir entendu. Je vous souhaite un bon courage, faire avec le cœur et surtout la paix. La paix avec vous et la paix pour le monde entier. Merci énormément, Jean-Pierre. Et la parole est à Yota. Moi, je voulais juste vous dire qu'on a quand même des preuves que rien ne disparaît derrière tous ces brevets et tout ça. Et comment se fait-il qu'on ait détruit l'atelier de Tesla à New York dans cette époque-là et que soudainement, nous avons Monsieur Elon Musk qui rachète tous les brevets et beaucoup d'inventions de Tesla. Donc, vous voyez bien qu'il y a toujours quelque chose de caché. Voilà. Ça date pas d'hier, Yota, parce que même la bibliothèque d'Alexandrie qui a été détruite, eh bien, tout n'a pas été perdu pour tout le monde. Sinon, on serait même pas là avec notre civilisation actuelle. Tout à fait. Alors, par rapport à la science, je voudrais revenir sur un personnage qui a été cité tout à l'heure par Bruno, c'est Jean-Pierre Petit, et qu'il faut toujours rendre hommage parce qu'effectivement, c'est un grand savant français qu'on aura interdit d'aller se promener sur les sentiers interdits. Voilà. Interdit pourquoi? Parce que ça correspond pas aux intérêts des oligarques, parce que dans la science, dans la recherche scientifique, les pistes qui sont données sont des pistes utiles aux tentés. Et il faut surtout pas avoir l'idée d'aller ailleurs, parce que dans ce cas-là, on n'a pas de budget. On l'a dit tout à l'heure. Hein.
Et Jean-Pierre Petit, lui, il dit, mais moi, je suis à peu près certain, enfin, en tout cas, j'ai envie de chercher dans une direction qui me permet de penser qu'on veut, qu'on peut et qu'on doit dépasser la vitesse de la lumière, tout simplement. Hein, voilà. Donc lui, il a imaginé un système avec une probabilité forte pour qu'on soit à 100 fois la vitesse de la lumière. 100 fois la vitesse de la lumière, comme il le dit lui-même, ça nous rapproche pratiquement nez à nez, on est collé aux prochaines civilisations, quoi, qui sont interstellaires et qui se baladent dans l'univers, quoi. Donc ça veut dire que les voyages interstellaires deviennent non impossibles, comme il le dit lui-même, donc possibles, et qu'en 3 mois, on peut toucher une civilisation voisine en 3 mois terrestres, hein, sans coup férir, quoi, hein, assez facilement. Donc si c'est possible, si c'est vrai, ça veut dire que ça existe. Parce que c'est pas parce que nous n'y avons pas pensé que ça n'existe pas. C'est pas parce que nous ne savons pas interpréter ce qu'on voit dans le ciel la nuit que ce sont pas des gens qui viennent d'ailleurs, etc., etc., etc. Donc lui, il est dans cette mouvance-là, dans cette méthode de réflexion, et il n'a pas été suivi dans sa méthode parce que, on a déjà dit, on se répète, hein, parce que ça va pas dans le sens de l'intérêt des gens qui nous gouvernent et qui ont parié sur d'autres paradigmes, d'autres façons de réfléchir, et surtout un moyen de nous tenir tranquilles qui consiste à dire, vous savez, quoi qu'il advienne, on ne pourra jamais dépasser la vitesse de la lumière. Ah ben oui, parce que si on peut pas dépasser la vitesse de la lumière, c'est limitant, et donc on est sûr d'avoir affaire à des gens limités. Voilà. Des opinions, on en a tous, évidemment, et ils vont forcément dans le sens de l'État, et il faut le dire. Alors la semaine qui arrive va être riche, hein, évidemment, en actualité, donc ce que je vous propose, c'est de rester à l'écoute, et surtout notre prochain rendez-vous, mercredi, aux alentours de 19h30, avec La France Libre, une émission du Conseil National de Transition Français, Canal Historique, avec certainement Philippe, Iota, Bruno et Jean-Pierre qui seront là, et vous, messieurs, dames, excellente soirée, rendez-vous mercredi.